tout est là, on va pouvoir démarrer et on va commencer à compter le temps. Alors, Ustad Bousfeha a déjà parlé de ce que je vais dire. On va travailler au plan prévention. Donc là, il y a des infections, on va essayer de les prévenir. Je crois que c'est le mieux qu'on ait à faire en tant qu'infectiologue. Il vaut mieux qu'on prévienne les maladies et qu'on essaye de réduire un petit peu la pathologie qu'on a à prendre en charge, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours, il y en aura pour tout le monde. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est, vous avez vu le titre, c'est Importance de la vaccination chez l'adulte. D'accord. Ne vous attendez pas à ce que je vous fasse, disons, un calendrier vaccinal. Ça, on est loin encore du compte. Ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de parler, d'argumenter, essayer de voir quel est l'intérêt de cette vaccination chez l'adulte, de voir également, il y a des contraintes, voir ces contraintes, voir également qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être réduire ces contraintes, mais en tout cas pour essayer de les prendre en considération de façon à avoir la meilleure réponse possible. Et je pourrais terminer là en disant, bon, le titre c'était Importance de la vaccination chez l'adulte. On est tous convaincus que c'est important, donc on arrête, ça y est, c'est terminé. Voilà. Bon. Je commencerai peut-être par une question. Qui a déjà vacciné un adulte? Voilà. Donc vous voyez un petit peu, il y en a, mais ce n'est pas aussi important qu'on le voudrait. Alors donc, ça justifie quand même qu'on avance. Voilà les conflits d'intérêts, puisque je suis dans un symposium organisé par GSK. Et je commencerai par ça, pour vous dire que chez l'adulte, on est devant un paradoxe. Eh bien, le paradoxe est le suivant. Il y a de nombreuses maladies évitables par la vaccination. Et là, vous voyez la liste, il y en a pas mal, tétanos, les infections invasives de la pneumocoque, les infections à méningo, hépatite B, j'en passe. Mais le PNI, qui est le programme national d'immunisation, il ne comporte pas l'adulte. Bon, vous me direz, c'est déjà bien qu'on ait un PNI. On a un départ. Eh bien, ce départ, il va falloir peut-être l'améliorer. Voilà le calendrier vaccinal du ministère de la Santé et de la Protection sociale 2023. Il va jusqu'à 11 ans. Alors, il y a peut-être quelques années, il s'arrêtait vers 5 ans. Donc, vous voyez, on a déjà avancé un peu. Déjà pas mal. On a avancé avec l'HPV. C'est nouveau. C'est porteur. On va voir une présentation concernant l'HPV tout à l'heure. On va voir l'intérêt de l'HPV. Donc, je ne donne pas plus d'informations là-dessus. Et malheureusement, ça s'arrête là. Voilà. Alors, pas tout à fait. On a quand même ouvert une petite brèche. La femme en âge de procréer avec la vaccination antitétanique. C'est fait. Effectivement, le ministère de la Santé préconise de faire un certain nombre de vaccins chez les femmes en âge de procréer pour éviter le tétanos. Bien sûr, on sait très bien que si on protège la femme, on protège en même temps le nouveau-né, parce qu'il aura les anticorps. Et donc, on évite tous les tétanos néonataux. Et il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y en avait énormément en réanimation. Alhamdoulilah, actuellement, on n'en voit pratiquement plus. Bien, alors, en l'absence de recommandations, en l'absence de calendrier vaccinal pour l'adulte, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont levé la main pour dire on vaccine les adultes quand même. Eh bien oui, il n'y a pas de continuité avec le calendrier vaccinal de l'enfant. Sauf pour le vaccin au tétanos, ça on l'a vu, et c'est au médecin traitant de prendre l'initiative
pour la prescription de vaccins chez ces patients adultes. Tétanos chez l'homme, hépatite B en l'absence d'immunisation, etc. Alors ça, c'est que des exemples. Mais malheureusement, il n'y a pas de recommandation nationale et donc c'est une initiative personnelle du médecin, en fonction de ses convictions, bien sûr. Alors, en l'absence de recommandation pour l'adulte dans le PNI, ben on a certains vaccins complémentaires qui sont prescrits à l'occasion de situations particulières. On connaît très bien les voyages, surtout pour le pèlerinage. Là, il y a énormément de vaccins qui sont utilisés, donc la fièvre jaune, le méningo, la grippe, le pneumocoque, et tout ça sous la houlette du Comité national technique et scientifique consultatif de la vaccination. C'est lui qui donne des recommandations très précises dans ces situations particulières. Nous avons aussi les situations d'épidémie. Toutes les fois où il y a une épidémie, que ce soit la grippe, on se souvient un peu de H1N1 en 2009, mais il y a également plus récemment le Covid-19. Et puis des expositions accidentelles, telles que l'exposition au virus de la rage. Là aussi, il y a la vaccination qui est réalisée. Alors, à côté de ça, il y a également certains spécialistes qui prennent en charge des patients vulnérables, et ils savent qu'ils sont vulnérables à certaines infections, eh bien, ils prescrivent des vaccins tels que le vaccin anti-pneumocoque et antigrippal. Voilà. Donc, quand on a dit ça, on a parlé à peu près des vaccins les plus importants chez l'adulte. Alors, au niveau international, qu'est-ce qu'il y a? Je commence par la France pour dire que, regardez, ça va jusqu'à 65 ans et plus. Voilà un calendrier vaccinal qui est continu. On prend le CDC, pareil, ça va jusqu'à plus de 65 ans. Et il y a une continuité. Le calendrier suisse, le dernier, 2024, plus de 65 ans. Et quand on voit ça, on sait ce qu'il faut faire. Tout médecin sait qu'à telle date, il va falloir qu'il vaccine, que telle personne adulte qui a tel âge donc, devrait être vaccinée, et il va le vacciner. Il sait, il peut donner même des rendez-vous de vaccination, etc. Donc les choses sont bien codifiées. Ça facilite les choses pour disons, ça rend service aux patients, ça facilite les choses pour les médecins, mais également ça facilite les choses pour les achats de ces vaccins, pour qu'ils soient disponibles, parce qu'on sait combien on va consommer. Par contre, quand chacun fait ce qui lui semble être bon, en suivant telle ou telle recommandation, eh bien, on n'est pas toujours sûr de la consommation durant l'année de tel ou tel vaccin, et donc il y a des risques de rupture, ou des surstocks, et donc de la péremption. Alors, on peut catégoriser la vaccination, les vaccins, en 3 catégories. Les vaccins de base pour les enfants, les adolescents, les adultes, ben, ils vont être recommandés au niveau, en général, ça se fait au niveau du calendrier vaccinal national, parce qu'ils ont été choisis pour le fait qu'ils confèrent une protection importante de l'individu, mais également un but de protection de la communauté. Vous voyez, donc si on le met dans le calendrier vaccinal, c'est que ça en vaut la peine. On est gagnant à la fin. Il y a des vaccins complémentaires qui sont recommandés lorsqu'une personne doit se prémunir contre un risque précis qui la concerne de façon spécifique. Bon, là, on peut donner des exemples, et on le vit donc quotidiennement. Et des vaccins destinés à des groupes à risque, et c'est là où on peut classer les populations vulnérables, ça peut être en particulier les personnes qui ont des comorbidités, qu'on doit protéger beaucoup plus que les personnes saines. Ça peut être également le personnel soignant. C'est un personnel particulier parce qu'il est exposé. Et donc, ce personnel devrait avoir aussi des recommandations de vaccination pour lui.
Alors, pourquoi penser de plus en plus aux adultes alors qu'ils étaient oubliés jusque-là? Ben, regardez, l'espérance de vie à la naissance, et là c'est au Maroc, je n'ai pas les derniers chiffres, hein. On a un recensement. Oui, bon, ma tête va avec le référendum, c'est pas grave. Un recensement qui vient d'être fait en 2024, donc on n'a pas encore les chiffres, mais je pense qu'on aura des chiffres plus récents. Et là, on a un chiffre de 77 ans environ comme espérance de vie. Ben, c'est pas mal. Quand on voit que vers les années 50, l'espérance de vie était à peine un peu plus de 40. Donc il y a eu une espérance de vie qui a évolué de façon favorable. Mais le revers de la médaille, c'est que quand on voit la répartition, les personnes adultes et les personnes âgées vont augmenter. Regardez la courbe à côté. Ce qui est tout à fait en haut, c'est les personnes âgées. Et vous voyez qu'il y en aura de plus en plus. Il y en a déjà pas mal, mais il y en aura de plus en plus. D'où l'intérêt pour la gériatrie, etc. actuellement. Mais également, ça doit nous pousser à penser dès maintenant à la vaccination des adultes et des personnes âgées. Alors, oui, vacciner l'adulte et même la personne âgée, mais il y a des contraintes. La contrainte principale, c'est qu'on veut bien vacciner, mais est-ce que le vaccin va marcher? Parce qu'on sait très bien qu'il y a une immunosénescence qui s'installe avec l'âge. Et donc la réponse risque d'être un petit peu réduite. Alors, on le sait très bien, il y a des études qui ont montré tout ça, ça touche les différents systèmes immunitaires, etc. Je ne rentre pas dans les détails, parce que nous avons un timing qui est serré. Donc, le mieux, ce serait d'immuniser l'adulte précocement. Plus on aura immunisé précocement, et plus ça marchera. Et s'il faut des rappels par la suite à un âge plus avancé, ça donnera de meilleurs résultats. Donc, il nous faut un calendrier vaccinal où il y a un continuum de l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Voilà. Et c'est ça qui va nous permettre d'assurer une meilleure immunisation des adultes et surtout des personnes âgées, parce que c'est elles qui ont le plus besoin de cette protection. Alors, je passe très vite, parce que vous le savez très bien, l'immunité chez le sujet âgé, elle va être défaillante. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qu'on connaît très bien qui vont être perturbés, dont, disons, l'efficacité au plan de l'immunologie va être réduite avec le temps. C'est par exemple le cas des cellules présentatrices d'antigènes. Ces cellules présentatrices d'antigènes sont là pour aller activer les cellules T, CD4, puis après les cellules T, CD8, les cellules B pour les anticorps et donc la réaction humorale, voilà, pour finir par libérer des anticorps également. Bon, ça c'est la personne jeune, ça marche très bien. Mais s'il s'agit d'une personne qui est âgée, vous voyez que l'antigène y rentre, il va être pris en charge par peut-être les cellules présentatrices, mais elles sont défaillantes. Elles ne vont pas pouvoir, disons, libérer suffisamment de cytokines qui vont être, disons, le médiateur qui va aller activer les différentes cellules. Et voilà, vous voyez la différence en termes cellulaires. Il n'y a plus grand-chose. Voilà. Et donc, on risque d'avoir une efficacité réduite des vaccins. Alors, est-ce qu'on va, disons, baisser les bras et dire, ça y est, le sujet âgé, on ne va pas le vacciner parce qu'il ne va pas répondre? Non. En fait, il y a des stratégies pour essayer de parer à ce problème. Par exemple, on peut préparer des vaccins avec une teneur plus élevée en antigènes. Donc des super vaccins, si vous voulez. Ou bien, on peut ajouter des adjuvants dans le vaccin. Et vous savez que l'adjuvant va permettre disons, de booster cette immunogénicité. Ou bien, parfois, c'est même le choix d'un lieu
pour vacciner, c'est-à-dire le site de vaccination. Est-ce qu'on va vacciner au niveau musculaire, au niveau sous-cutané, etc. Eh bien, il semble dans certaines études, avec certains vaccins, que la voie intradermique donne une meilleure immunogénicité. Donc voilà, il y a des stratégies pour essayer d'améliorer l'efficacité d'un vaccin chez une personne âgée, donc qui est immunosénescente. Ça, c'est juste pour vous montrer que dans un vaccin, si nous avons le virus natif, ben c'est lui qui va donner la meilleure immunogénicité, parce que vous avez tout le virus. Mais malheureusement, on dépend d'une faible tolérance. Souvent, on a beaucoup d'effets indésirables. Si on l'atténue, il est toujours vivant, mais il est atténué, on réduit malheureusement son immunogénicité, on améliore un peu la tolérance. Si on le rend non réplicatif, on améliore déjà de beaucoup la tolérance, mais vous voyez que l'immunogénicité continue à diminuer. Et quand on passe à des sous-unités, à de l'antigène purifié ou à de l'antigène avec adjuvant, vous voyez un peu ce qui se passe. Ben, ça va en baissant, donc l'efficacité diminue un petit peu. C'est pour ça qu'on a besoin des adjuvants. Si on veut améliorer l'efficacité d'un vaccin avec, par exemple, des antigènes purifiés, eh bien, il faut des adjuvants pour pouvoir redonner une efficacité acceptable pour ces différents vaccins. Alors, pourquoi vacciner? Parce que les personnes âgées, elles portent le plus lourd fardeau des maladies évitables par la vaccination. Et là, je vous donne des exemples en termes de mortalité. Regardez la mortalité par tranche d'âge due à la grippe. Regardez la mortalité par tranche d'âge due aux maladies pneumococciques invasives. Regardez au-delà de 65 ans, qu'est-ce qui se passe? On meurt beaucoup de grippe, on meurt beaucoup d'infections invasives à pneumocoque. Donc, on est obligé, même si le sujet âgé ne va pas répondre très très bien, etc., comme il est très touché, il y a une charge morbide et de mortalité qui est importante, il va falloir qu'on vaccine quand même. Et là, on peut s'intéresser aux maladies chroniques aussi, chez les adultes et chez les personnes âgées. Alors ici, le premier groupe, là, c'est de 18 à 44 ans. Le deuxième, tranche d'âge 45 à 64. Au-delà, c'est au-delà de 65 ans. Ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est combien il y a de maladies chroniques dans ces tranches d'âge. Alors, quand c'est très clair, un bleu très clair ou violet si vous voulez, il n'y a aucune maladie chronique. Quand c'est orange, il y a une maladie chronique. Et quand c'est bleu, il y a plus de 2 maladies chroniques. Alors regardez, les jeunes, c'est surtout des personnes qui n'ont pas de maladie chronique. Dans un âge intermédiaire, 45 à 64 ans, c'est à peu près équivalent. Il y a autant de personnes qui n'ont pas de maladie chronique que ceux qui ont une maladie chronique, que ceux qui en ont plus de 2. Et dès qu'on dépasse 65 ans, c'est la catastrophe. Voilà. Donc, encore une fois, je crois qu'il vaut mieux protéger les personnes qui ont des comorbidités, qui sont vulnérables, voilà, à cause de ces comorbidités. Et c'est là où on aura beaucoup intérêt à vacciner. Alors, ici, je prends quelques exemples. Les personnes qui ont des comorbidités, chez les patients hospitalisés en unité de soins intensifs en raison de la grippe. Donc on s'intéresse à la grippe et on voit la part des comorbidités chez les personnes qui ont dû avoir recours aux unités de soins intensifs. Regardez, femme enceinte, maladie cardiaque chronique, diabète, adulte avec obésité, asthme et BPCO. Donc les comorbidités, déjà par elles-mêmes, peuvent induire une nécessité d'hospitalisation en réanimation quand on fait une grippe. Et donc, là, on voit bien encore une fois que l'intérêt de vacciner contre la grippe pour éviter que ces personnes ne se retrouvent en unité de soins intensifs.
Je vais aller un peu plus vite, mais là c'est juste pour vous montrer que la vaccination anti-pneumococcique est efficace pour prévenir la pneumonie associée à la maladie pulmonaire obstructive chronique. Et vous voyez juste les chiffres qui sont en gras, le 41%, 74%, 26%, 40%, qui sont des chiffres de réduction de l'effectif, disons, de l'incidence des pneumonies dans la première étude, la deuxième étude. La troisième, c'est les admissions à l'hôpital, qui est réduite de 26%, et les exacerbations de BPCO, réduites de 40% grâce à cette vaccination anti-pneumococcique. La même chose, là je vais plus vite pour vous dire, ça baisse également dans différentes études qui ont été réalisées, et là ça concerne la vaccination contre la grippe. Alors il n'y a pas que le risque morbide ou de mortalité, ou le risque d'être hospitalisé ou en réanimation. Il y a aussi la qualité de vie. La qualité de vie, c'est par exemple, on a ici l'exemple du zona. On sait très bien que le zona, c'est une personne qui a eu la varicelle il y a longtemps, et puis il y a résurgence donc, de ce virus et qui donne le zona. Le problème, c'est que ce zona est relativement fréquent. Là, on a des chiffres des États-Unis, etc., mais ça se compte en millions. La Chine aussi, ça se compte en millions. Et on sait très bien que le zona chez l'adulte, et surtout chez le sujet âgé, qu'il le fera facilement parce qu'il y a l'immunosénescence, eh bien, s'accompagne d'une douleur qui est importante. Et cette douleur, c'est la qualité de vie qui va en prendre un coup. Donc, vous voyez, là, si on vaccinait contre le zona, ça permettrait peut-être d'améliorer la qualité de vie. Ce n'est pas vraiment la mortalité, mais la qualité de vie. Alors, je passe là-dessus, c'est vraiment du détail. Et si on doit un petit peu résumer, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments que sur lesquels je voudrais revenir. C'est que, par exemple, les vaccins anti-pneumococciques chez l'adulte vont réduire la résistance aux antibiotiques, de façon indirecte, bien sûr. Parce que comme la personne fera moins d'infections pneumococciques, on a moins recours aux antibiotiques, et donc il n'y aura pas une utilisation anarchique des antibiotiques, et ça permettra peut-être de réduire la résistance. Les vaccins pour l'adulte améliorent la qualité de vie. C'est la qualité de vie en termes de morbidité ou en termes de mortalité, mais également la qualité de vie, par exemple pour la douleur. Et les vaccins aident à atténuer les effets des comorbidités également. Vous savez très bien qu'une personne qui a une atteinte respiratoire chronique, si elle fait une infection pneumococcique, elle risque de s'aggraver. Je passe sur le tableau, le schéma que j'ai, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'entrer dans ce détail. Mais n'oublions pas que tout vaccin a une durée d'efficacité. Donc, la couverture d'efficacité grâce à ce vaccin, elle va être variable selon le vaccin. Et puis là, donc, je vous donne à titre d'exemple donc ces quelques chiffres, coqueluche, maladie pneumococcique, etc. Et plus la flèche est longue et plus la durée d'efficacité est longue. Voilà, pour ne pas rentrer dans une histoire de chiffres. Et ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de dire est-ce qu'il va falloir des rappels ou pas? Quand faut-il faire des rappels? Ou bien est-ce qu'on peut se passer de ces rappels? Et je ne rentre pas ici dans les détails du tout. C'est juste 1 minute, il me reste. Alors, je vous rappelle ce calendrier de la Suisse. C'est juste pour vous dire que si on met en place un calendrier, en particulier pour le Maroc, parce qu'on est en train de travailler dessus, il va falloir qu'on fasse quelque chose comme ça pour dire à chaque fois comment on va faire cette vaccination. Et à chaque vaccin pour l'adulte, il va falloir détailler et donner des détails concernant comment il va être utilisé, quel type de vaccin nous aurons à utiliser, est-ce qu'il y aura des rappels par la suite, etc. Voilà, donc là c'est juste pour l'exemple de ce qu'il faudra faire. Et puis je vais conclure assez rapidement en passant en perspective pour le Maroc.
Vous savez qu'il y a l'opportunité de la refonte du système de santé. Ça va être dur, mais c'est une opportunité. Eh bien, il y a des référentiels de prise en charge de plusieurs maladies qui ont été élaborés sous l'égide de la SNSM, la Société marocaine des sciences médicales, et des sociétés savantes, de l'ANAM et du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le référentiel de vaccination de l'adulte et de l'adolescent est en cours d'élaboration également. À terme, il viendra enrichir le PNI et permettre d'assurer un continuum dans le calendrier vaccinal au Maroc. Les vaccins de base devraient pouvoir être pris en charge par le ministère de la Santé ou être remboursables le cas échéant. Vous voyez bien, je vous dis bien devraient. Donc il va y avoir de la discussion et de la négociation. Et en conclusion, les rappels et rattrapages de vaccins à l'âge adulte sont le prolongement de l'immunisation des enfants. Ils vont contribuer à protéger l'individu et l'ensemble de la population. En l'absence de recommandations nationales pour l'adulte, les pratiques ne sont pas homogènes. Le PNI a permis de prévenir efficacement certaines maladies chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte jeune. Et le plan doit être étendu maintenant à l'adulte et aux personnes âgées, d'autant plus que ces catégories de population sont en augmentation. Voilà, je vous remercie.